Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser un dessin d'ensemble et un dessin de définition. L'intérêt de ces deux documents est de faciliter parfois la compréhension d'un système, en particulier pour ce qui concerne le dessin d'ensemble, et puis de préparer la réalisation d'une pièce lorsque le procédé est un procédé autre que l'impression 3D. Il est parfois nécessaire de réfléchir à l'ordre dans lequel on va réaliser les différentes opérations pour faire cette pièce, tournage, fraisage, moulage, que sais-je. Et pour faire cela, eh bien, il est nécessaire d'avoir un dessin de définition qui va contenir les informations géométriques précises de la pièce et qui va permettre justement cette réflexion. On va donc démarrer avec un système que vous avez vu dans le commentaire de cette vidéo, que vous pouvez décompacter, que j'ai mis avec des couleurs. Alors, je l'ai dit, le dessin d'ensemble est là pour faciliter la compréhension d'un système. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour faciliter déjà, sans rien d'autre, la compréhension d'un système, le fait de mettre des couleurs différentes pour les pièces est quelque chose qui vous facilite cela. Alors là, j'ai mis, de façon à ce qu'il n'y ait jamais 2 pièces en contact, qui soient grises, pour qu'on comprenne bien les différentes relations qu'il y a entre les pièces, au fur et à mesure. Lorsque ce travail est sauvegardé, eh bien, je vais cliquer sur «Nouveau» et je vais utiliser ici la zone, qui permet, eh bien, de choisir, ce que Inventor appelle une mise en plan. Et cette mise en plan, je vais la prendre conforme à la norme ISO, qui est la norme que nous utilisons en France. Attention, dans certains pays, je pense au Japon, aux États-Unis, ce n'est pas la même norme. Vous avez dû voir ça dans un cours sur la représentation. La vue de droite est à gauche en France, la vue de droite est à droite au Japon, aux États-Unis. Donc, les différents modèles que vous avez ici vous permettent de respecter en fonction de la norme que vous allez choisir. Donc, avec la norme ISO, la vue de gauche est à droite. Et on a aussi des dimensions qui sont en français. Alors, la première chose à faire est de choisir éventuellement ici, avec modifier la feuille, le format. Vous pouvez avoir envie de travailler sur un format A4 ou sur un format A3 et de travailler en étant en portrait, en paysage. Voilà un A4 en portrait, par exemple. Donc si je pars là-dessus, eh bien, je changerai vraisemblablement l'échelle pour que ma représentation tienne dessus. Donc ça va dépendre de vos moyens d'impression, des envies que vous pouvez avoir. Partons par exemple là-dessus et puis on changera l'échelle, on adaptera l'échelle. Je clique sur base. Alors, base, lorsqu'on clique dessus, ça rappelle toujours le dernier fichier avec lequel on a travaillé. Euh, donc, lorsque on veut autre chose, eh bien ici, on va aller choisir la pièce ou le système en lui-même. On a donc ici le rapport d'échelle. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, il y a une échelle d'un demi. Bon, ça risque d'être un peu juste, on corrigera si besoin. Il n'est pas nécessaire de corriger immédiatement. Ici, on peut choisir si on va avoir une vue avec les couleurs ou pas, donc je vais le choisir. Et ici, on choisit si on veut avoir les pointillés ou pas. Il est important de travailler avec les pointillés, surtout lorsqu'on fait un nombre de vues minimal. Pour un dessin d'ensemble, 3 vues peuvent être utiles. Pour un dessin de définition, avec une pièce d'allure prismatique, 2 vues sont utiles et peuvent suffire parfois. Et pour une pièce de révolution, donc une pièce d'allure cylindrique, on arrive souvent à s'en sortir avec une seule vue. Lorsqu'il y a des détails particuliers, on pourra utiliser dans l'arbre ici, eh bien dans le bandeau, pardon,
on pourra utiliser des éléments qui permettront de faire, des petits détails supplémentaires sans forcément remettre une vue supplémentaire. Pour commencer ici, je vais dire que je ne suis pas satisfait de l'orientation de la vue de base qui m'est proposée. Alors il y a 2 solutions. Soit je tourne ici jusqu'à trouver une vue qui me satisfasse, par exemple celle-ci, soit, et on va partir là-dessus histoire de voir une subtilité, aucune de ces vues ne me convient et je vais utiliser orientation de la vue personnalisée. Ça m'ouvre mon modèle 3D, dans un utilitaire où je peux ici tourner librement. Je peux tourner selon un angle donné ou alors ce que je vais faire ici, je peux cliquer sur «Regarder» et je peux dans ces cas-là, choisir le plan selon lequel je veux regarder ma pièce. Voilà. Alors je vais le faire ici. Admettons que je veuille avoir cette représentation comme représentation de base. Je clique sur OK, elle est revenue ici. Pour l'instant, elle est grossière, il faut avoir cliqué sur OK pour que les traits se mettent en place. L'échelle donnée pour l'instant est 1/4, ça me paraît peut-être un peu juste, 1/2 me paraît plus convenir. Voilà, donc je vais cliquer sur OK et voilà cette première vue. Je vais maintenant faire des vues dérivées de la première. Pour cela, je vais utiliser la fonction projeter. Avec la fonction projeter, j'ai la possibilité donc de mettre la vue de gauche à droite, la vue de droite à gauche, la vue de dessus en dessous ou la vue de dessous au-dessus. Ici, choisissons par exemple cette vue et lorsque cela est fait, on clique sur créer et la vue en question apparaît. Alors, avant de faire une troisième vue, je vais faire un travail préparatoire qui est d'ajouter des annotations. Alors les annotations, vous les avez ici, il y a beaucoup d'informations. Ça peut être des informations de type cote, ça peut être des informations sur des éléments particuliers, un perçage, un taraudage, un chanfrein, un pli. Je peux rajouter du texte. Je peux également rajouter des repères. Je peux ensuite insérer des symboles d'esquisse. C'est surtout utile lorsqu'on fait une gamme de fabrication, par exemple. On a un certain nombre d'éléments normalisés qui servent beaucoup plus sur des dessins de définition, en particulier pour la cotation. Et puis ici, on a des éléments qui permettent d'indiquer l'ensemble des traits mixtes fins ou des traits d'axe présents dans la pièce. C'est important de les mettre systématiquement parce que ça aide à la compréhension d'une pièce. Ici, par exemple, le fait d'avoir ce trait mixte fin me signale qu'il y a un axe de symétrie au milieu. Et si je n'ai pas d'autres détails, eh bien, ça veut dire que cette pièce est cylindrique. Ça veut dire que quelque part, cette vue me suffit pour comprendre. Je vais au passage faire un double clic sur cette vue et rajouter pour avoir les pointillés de façon à pouvoir bien voir ce qui se passe à l'intérieur. On a un autre axe important, c'est celui-ci. Donc si j'appuie sur la touche échappe et ensuite si je le reprends, je peux l'agrandir. Là, grâce à lui, on peut assez rapidement comprendre eh bien, qu'on a une rotation de l'élément bleu clair par rapport à l'élément bleu foncé. On peut également préciser le centre d'un cercle. On peut l'agrandir si besoin, hein. On tire sur les différents fils. À chaque fois que j'ai fini, je clique j'appuie sur la touche échappe pour enlever. Voilà, on a donc déjà un certain nombre d'informations grâce à ça.
On peut pas toujours mettre là sur en étant à 120°, c'est pas évident. On peut pas forcément mettre tous les traits d'axe, que l'on souhaiterait. Celui-ci, je peux l'agrandir, par exemple. Ici, on pourrait en mettre un en travers. Voilà, voilà. Donc c'est un travail qui est un petit peu fastidieux. Ne vous plaignez pas, quand j'avais votre âge, je le faisais à la main, avec un papier, avec un calque et un stylo. Donc ça va quand même assez vite à faire, il faut un peu de patience, c'est tout. Donc toutes les zones et puis évidemment, il faut être capable de lire, proprement un dessin. Donc je trouve que c'est un excellent exercice pour s'entraîner à ça. J'ai perdu ma phrase là. Voilà, voilà. Donc les choses se mettent progressivement en place et puis on va essayer de rajouter une vue supplémentaire et on va partir de cette vue. Alors avant, évidemment, je vais essayer alors je vais supprimer peut-être, non, on verra ça plus tard. Je vais rajouter quelques éléments ici, le centre, bien sûr. Je vais prolonger, d'ailleurs jusque-là. Ici, l'axe de symétrie. Là également, je l'agrandis. Il faut toujours les faire dépasser un petit peu, hein. Voilà. Bon, il pourrait encore y en avoir beaucoup, hein. Je pense en particulier à ces trous ici. Alors, on verra qu'il y a une façon plus élégante de faire quand on regardera tout à l'heure le dessin de définition. Alors, pour ce qui m'intéresse ici, je veux rajouter une vue et je veux rajouter une vue en coupe. Les pointillés, c'est pas tout le temps évident. Quand ils sont très nombreux comme ça, on ne sait plus trop quel pointillé est avec quoi. Donc ça peut nuire à la compréhension. Donc je vais plutôt, ici, eh bien, choisir une vue en coupe. Alors quand on choisit une vue en coupe, dans un premier temps, comme ça vous est mis en bas à gauche dans le logiciel, il faut choisir d'abord sur quelle vue on travaille. Je vais choisir cette vue et il faut ensuite aller s'accrocher sur des éléments géométriques. Alors ça peut être des centres comme ici, ça peut être des extrémités de traits d'axe. C'est la raison pour laquelle c'était intéressant peut-être d'aller en chercher un. Alors ça s'était mieux passé en partant ici. Donc on va le prendre depuis cette extrémité. Ah, je l'ai raté. Je recommence. Vue en coupe sur cette vue. Et donc je démarre bien. Bah, décidément. Je fais échappe à chaque fois hein, pour annuler. Donc je viens bien chercher le point de centre. Et vous voyez que j'ai un petit fil à la patte ici. Je suis sûr d'être bien dessus. Donc je viens cliquer sur le point de centre. Et je peux partir dans une autre direction. Alors on va partir dans celle-ci par exemple. Et là je fais un clic droit pour continuer. Voilà, donc on devine quelle va être la vue en question. Donc si je clique sur OK, voilà la représentation que l'on a. Alors c'est pas forcément ce que je voulais faire au début, mais vous voyez que tout d'un coup, à l'intérieur, on comprend bien mieux les relations qu'il peut y avoir entre les différentes pièces. On peut supposer qu'ici, il y a le logement d'un ressort, par exemple. Ici,
On voit qu'on va avoir une tête de vis qui va être vissée, la vis va être vissée à fond ici. Voilà, ça permet de mieux comprendre le système. Ici, on retrouve la liaison pivot. On revoit ici la liaison qu'il y a, le maintien en position entre la pièce grise et la pièce rose. La mise en position se fait sur le côté. Voilà, donc on a, grâce à ça, des éléments beaucoup plus clairs sur l'intérieur de la pièce, même si la vue elle n'est pas forcément disposée ici de manière très très élégante. Je vous le concède bien volontiers. Voilà, donc ça, c'est la façon que l'on peut utiliser pour faire une mise en plan qu'on appelle un dessin de définition, un dessin d'ensemble, pardon, et qui peut éventuellement contenir des cotes. Normalement, sur un dessin d'ensemble, on ne fait apparaître que les jeux fonctionnels. Par exemple, ici, on pourrait faire apparaître un jeu pour expliquer que il faut qu'il y ait un léger jeu ici pour que les deux éléments puissent coulisser l'un par rapport à l'autre. On aurait la même chose entre la partie grise et la partie bleue, peut-être à représenter ici, pour expliquer euh, qu'il y a besoin d'un jeu fonctionnel, comme il y a besoin d'un jeu fonctionnel pour faire laisser librement coulisser la partie orange par rapport à la partie blanche, etc., etc. Voilà. Nous allons maintenant faire une autre pièce. Je reprends iso.idw, mais je vais cette fois-ci aller chercher dans les différentes pièces une des pièces du système, par exemple celle-ci. Alors là, je suis sur du A3. En plus, je peux agrandir allègrement. Deux vues vont suffire pour cette pièce, vraisemblablement. On verra s'il y a des détails supplémentaires, mais on peut imaginer. Donc, il faut que je clique sur projeter. Voilà. Alors, souvent, on rajoute une vue en perspective. C'est surtout pour vous qui avez moins l'habitude de voir les pièces dans l'espace. Je n'ai pas forcément besoin. Quelqu'un d'aguerri peut s'en passer, mais euh, alors on peut changer individuellement les échelles, et puis je peux lui donner de la couleur, voilà, pour qu'on la comprenne un peu mieux. Voilà, donc ça c'est de l'ordre du détail, c'est pas en lien avec la norme de représentation. La vue de gauche est à droite, la vue de face est ici, et ça c'est un élément supplémentaire. Alors je vais reprendre le travail d'annotation, qui là va être beaucoup plus important. Donc je vais déjà aller chercher le point de centre. Alors, comme on a affaire à des portions de cercle, c'est pas évident, mais on va quand même tirer dessus. Voilà, ici pour l'obtenir. Bien entendu, dans cette vue-là, on a un équivalent. Voilà. Alors, il ne tombe pas en face parce que ici, je vais l'enlever. Ça n'a pas été évident. Je vais le prolonger comme ça sera plus juste. Voilà. Alors, normalement, ça fait des traits mixtes fins. Quelquefois, ça ne les fait pas bien. Alors, là où je vais prendre un petit peu, c'est pour réaliser l'emplacement de ces trois trous à 120 degrés. On a cet outil qui permet de le faire. Pour cela, dans un premier temps, on clique sur le point de centre, donc ça tombe bien, avec mon point de centre ici, je l'ai. Et ensuite, on clique sur les différents cercles. Puis, un clic droit créer, et on dispose d'un trait qui est représenté. C'est comme ça, c'est beaucoup plus élégant et c'est beaucoup plus conforme à la norme. Voilà, donc là, au niveau des formes, on pourrait retrouver peut-être un axe de symétrie ici. Alors là, il est déjà fait. Voilà. Ici, on va retrouver le lamage. J'agrandis.
Voilà. Alors, on peut passer à la partie cotation. La cotation, on va pas tout faire parce que ça serait un peu long, mais on va en voir quand même des éléments de façon à bien faire comprendre ce qu'est une pièce. Ici, manifestement, puisque c'est une pièce d'allure cylindrique, bah, je vais quand même déjà coter le rayon. Ça fait apparaître un masque. Ce masque contient deux onglets. Dans le premier, ici, vous pouvez préciser le nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, si je mets ça, bah, ça devient un rayon de 16. Si c'est un rayon de, si c'est un rayon de 15,95, on va le laisser. Euh, et puis, on va revoir, par exemple, là, je vais coter la rainure. Voilà, la rainure, j'ai besoin que d'un chiffre après la virgule. Et on peut éventuellement ici rajouter des éléments avant, après le texte. Le texte, en fait, automatique est entre les deux crochets, là. On peut rajouter des éléments juste après, juste avant, par exemple le symbole degré, s'il n'a pas compris directement la cote. On peut coter évidemment sur une vue ou sur l'autre. Je rappelle qu'on ne cote pas dans la matière. Donc, par exemple, pour le lamage, eh bien, la cote, on la fera plutôt ici. Ce sera beaucoup plus élégant. On voit que le symbole phi, qui signifie diamètre, est apparu automatiquement. On va pouvoir coter le diamètre du trou juste à côté. Voilà. Donc cet élément géométrique est pratiquement fini. Même si ça paraît évident, on va coter l'angle. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur un plan. Alors, on reverra sur une autre vidéo peut-être la cotation beaucoup plus précise parce que en réalité, il faudrait ici encadrer le 120 degrés et mettre une tolérance de localisation, mais on va y aller progressivement. Voilà pour les formes globales. On a déjà des éléments assez importants. Il nous resterait malgré tout à définir la forme des arrondis. Donc je pense qu'ici, il serait bon de mettre cette cote avec voilà, cet élément-là. Je peux agrandir un petit peu, mais voilà. Et de le coter par rapport à une référence. Alors, peut-être ici, pour positionner, et on va le faire dans l'autre sens. Je ne vais pas réussir. Euh, Alors, pour pouvoir coter ici, je pense que le mieux serait euh, de rappeler ici d'abord les axes de ces portions. Voilà, donc j'ai fait les petits, je tire dessus. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir mettre une cote. Alors, elle va pas être très élégante. De mettre une cote ainsi. Alors, j'ai bien dit dessus. Manifestement, il y a... Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Je vais déplacer celles-ci parce qu'elles sont en conflit. Voilà. Donc voilà une solution. On peut évidemment coter aussi ce cercle. C'est lui qui positionne les trois trous. Donc les trois trous sont a priori presque complets. Il reste ici à préciser la,
la taille du lamage, le trou est débouchant, donc lui, il est complet, il est complètement défini. Il est porté sur un diamètre de 23 à 120 degrés, c'est clair. Les rainures font 7,2. On a l'épaisseur ici. On n'a pas l'épaisseur ici. On va peut-être venir la mettre. Donc on peut s'appuyer sur les différentes formes que l'on voit. On avait besoin de l'épaisseur qui était là. On a besoin de la hauteur totale qui est là. Il y a un angle ici. Alors on le retrouve à cet endroit-là. Euh, donc on va le coter aussi. Alors les angles, c'est très simple. Dès l'instant où deux traits ne sont pas parallèles, ils sont cotés en angle, hein. Voilà, donc je peux peut-être le placer ici. Automatiquement, il s'est mis en degrés, donc tout va bien. Voilà pour cette partie-là. Alors il resterait quand même à aller chercher cette information-là. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais, sans surcharger le dessin, ça c'est important. Surcharger le dessin veut dire que, par exemple, remettre la cote ici de 4,5 n'a aucun intérêt, puisque je l'ai déjà placé ici. Donc on ne va pas le mettre. Mettre la cote ici de 2,70 n'a absolument aucun intérêt, puisque j'ai déjà mis en bas la cote de 6 et de 3,3. Donc le 2,66, le 2,70, c'est implicite. Donc pour éviter de surcharger le dessin, on ne mettra pas cette cote. Il faut le nombre de cotes nécessaires, mais pas plus. Alors je pense qu'il y a encore une valeur qui est manquante, c'est l'épaisseur de ces parois. Voilà. Bon, ben, ce dessin m'a l'air déjà suffisamment coté, complet. Alors, lorsque l'on fait un dessin sur Inventor, ça va toujours bien parce que, y compris si on l'imprime en 3D derrière, le résultat va sortir, on ne va pas trop réfléchir. Si on veut réussir à le faire avec d'autres procédés, il faut préciser des intervalles de tolérance, c'est-à-dire dire, eh bien, j'accepte que ma pièce ne soit pas de 6 parfaitement, parce qu'un procédé, c'est compliqué à obtenir, et donc j'accepte une certaine marge d'erreur. Alors la première solution serait d'utiliser ici symétrique et de préciser cette marge d'erreur, par exemple de dire j'accepte une erreur de 2 dixièmes. Pour la tolérance aussi, on peut préciser le nombre de chiffres après la virgule, et donc d'écrire ici j'accepte entre 5,8 et 6,2 pour cette cote. Ça serait une première solution. Pour vous, je pense que pour l'instant, on peut s'en dispenser en écrivant ici avec du texte. Donc le texte apparaît sur un masque à côté. Donc en écrivant tolérance ISO MK. Ça signifie que selon la dimension, on acceptera une marge d'erreur. Pour un 6 mm, on acceptera une petite marge d'erreur. Pour un 50 mm, on acceptera une marge d'erreur un petit peu plus grande. Et ça, c'est le M. Le K, c'est pour les tolérances géométriques, les contraintes de perpendicularité, par exemple, que l'on pourrait avoir sur ce dessin ou sur un autre. Voilà. En écrivant ça, je pense que vous pouvez déjà obtenir un dessin qui vous permette de vous rendre dans le Fab Lab et de travailler pour réaliser selon le procédé le plus adapté. Voilà, merci de votre écoute.